Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la filière bois en Polynésie. Nos invités du jour vont nous parler des différentes essences présentes au Fénois, leurs utilisations et l'avenir de cette filière. Avec nous sur le plateau, j'accueille Philippe Courreau, qui est directeur de la direction de l'agriculture. Bonjour. Jean-François Buteau, qui est forestier et auteur du livre Guide des arbres de Polynésie française, bois et utilisation. Yorana. Emmanuel Gabriel, qui est directeur de la scierie de Papara. Et Jérôme Baraillé, qui est directeur matériaux construction pour la société ACE. Bonjour. Messieurs, bienvenue sur ce plateau, ravi de vous accueillir. Philippe, première question pour toi, comment se porte la filière bois en Polynésie? Alors, la filière bois se porte bien, elle est en pleine croissance. C'est une filière sur laquelle les pouvoirs publics se sont penchés depuis bien longtemps, hein, puisque vous savez, vous voyez bien que dans le paysage, notamment toutes ces plantations de pins, elles ont été plantées par l'homme sur initiative des pouvoirs publics, donc dans les années 70. Et aujourd'hui, 2020, on commence enfin à avoir une filière qui tient la route durablement. On a eu quelques tentatives difficiles dans les années 90. Et là, maintenant, on est parti sur quelque chose qui devrait durer. Voilà, on va y revenir. Avec des entreprises solides. Très bien. Bon, parlons de ça. Emmanuel, tu nous parles de la scierie de Papara, son fonctionnement. Moi, je suis gérant de la scierie de Papara. On exploite du pain sur Tahiti, qu'on abat, qu'on débarde, qu'on transporte jusqu'à Papara, qu'on transforme, qu'on trie, qu'on classe et qu'on revend via les distributeurs locaux. Uniquement du pain? Uniquement du pain. Voilà. C'est un choix parce que c'est une essence ou un bois plus facile à travailler ou... C'est pas ça, c'est un mode de fonctionnement de l'industrie du bois. En fait, quand on fait du pain, on peut pas faire trop d'autres essences. On peut en faire à petite dose, mais techniquement, dans le mode de production du bois, on fait surtout du pain. Ouais, si vos machines sont calées pour faire du pain, vous pouvez pas faire d'autres essences, sinon il faut tout modifier, ça prend du temps et un coût, un surcoût, j'imagine. Exactement, et puis le type de lame utilisée, le type d'affûtage, toute cette partie technique, en fait, est différente. Jérôme, parle-nous de ton poste toi, au sein de la direction ACE. Donc tu es directeur matériaux construction. Exactement, et en parallèle de ça, je m'occupe de la commercialisation du bois local qu'on produit aux marquises. Donc il faut savoir que le groupe Sintwing intervient dans la distribution du bois depuis une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années pratiquement. Et Gérard Siou a eu l'opportunité, il y a quelques années maintenant, de se rapprocher de la scierie SEBM aux marquises, à Ivawa. Et donc, il y a eu un partenariat qui a été initié entre les deux patrons, les deux propriétaires et les deux actionnaires pour pouvoir démarrer et commercialiser ce bois. Et en parallèle de ça, on vient de gagner l'appel à candidature pour l'exploitation du massif forestier de Nukuiva. Donc à terme, d'ici un an et demi maintenant, puisqu'on va démarrer la pose de la première pierre à Nukuiva, on exploitera 2 scieries. Voilà. Donc intéressant. Ça veut dire que tu travailles uniquement sur le marché local ou tu travailles également sur l'import de différentes essences? Alors moi j'ai les 2 casquettes. Voilà. Je fais la commercialisation du bois local et je m'occupe aussi de toute la partie appro et import des essences, aussi bien de bois exotique pour le deck et la menuiserie, mais aussi le bois de construction. Pour rebondir sur ce que disait Manu tout à l'heure, effectivement le Pinus aujourd'hui intervient dans le domaine de la construction et c'est aujourd'hui le gros des volumes du bois importé. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt économique à avoir planté et à exploiter aujourd'hui du Pinus plus que des essences exotiques ou des essences fines. Je précise, quand on parle d'essence, on parle de type de bois. C'est le champ lexical de votre métier. Donc essence, c'est type de bois, les différents bois, les différentes possibilités qu'on peut avoir. Jean-François, alors toi, tu es forestier, entre autres, tu es forestier. Et explique-nous ce qu'est un forestier alors, parce que le mot est très joli, mais qu'est-ce qu'il représente? Donc un forestier, c'est quelqu'un qui va gérer des forêts, qui va faire pousser des arbres, sachant que généralement les forestiers aujourd'hui essayent de répondre à trois rôles de la forêt en fait. Il y a 3 rôles de la forêt qui sont définis. C'est économique, produire du bois pour la construction notamment. C'est écologique, faire en sorte que la forêt nous garantisse une qualité d'eau, une qualité d'air, limite l'érosion des sols. Abrite, héberge des oiseaux et d'autres animaux. Et puis c'est un rôle social d'accueil du public. De plus en plus, notamment près des grandes villes, il y a besoin pour les habitants d'avoir des espaces où se balader. Donc le forestier a pour rôle d'essayer de combiner tout ça et de faire en sorte que tout le monde vive en
En bonne entente, on va Voilà, dire. donc les forestiers à l'européenne, c'est ça. On essaye d'avoir sur les mêmes parcelles les différents rôles de la forêt. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a des parcelles de production, il y a des parcelles d'accueil. Et etc. localement? Localement, de plus en plus, les forestiers ou les pouvoirs publics en Polynésie sont sensibles à ça, à ne pas garder un domaine que pour l'usage économique de la forêt, mais l'ouvrir aux randonneurs, à ceux qui font des VTT. Au Punohu est un bon exemple. Il y avait des activités forestières, plantation de pins, de bois précieux. À une époque, il était plus ou moins difficile d'y pénétrer. Aujourd'hui, tout est fait pour accueillir les gens qui viennent passer du temps, des loisirs sur place. Philippe, quelle est la surface boisée en Polynésie? Et vous m'expliquez qu'il y avait différents types de forêts. Alors la surface boisée, moi je vais parler des surfaces plantées. Alors, surface plantée, voilà. Donc on a à peu près 5900 hectares de pins et 300 hectares de feuillus précieux, de bois exotiques précieux. Donc voilà, donc un peu plus de 6000 plantés. On pourrait rajouter après, il ne faut pas l'oublier quand même, environ 40 000 hectares de cocoteraies. Même si c'est un bois un peu particulier, mais quand même, c'est dans les paysages, c'est très présent. Et puis, il y a un peu de massif de falcata et de falcata invasif qui commencent à dominer de plus en plus maintenant les paysages boisés, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas oublier non plus le falcata. Il y a différents types de forêts. Il y a les forêts naturelles. Hein. En gros, il y a les forêts naturelles. Alors après, forêts primaires, forêts secondaires. Donc, Jean-François, là, il connaît ça mieux que moi. Et puis, il y a les forêts de production. Et il y a aussi des forêts de protection. Lorsqu'on a fait les plantations de pins donc dans les 70, il y avait des massifs de production qui étaient vraiment destinés à produire et il y avait des reboisements de protection où alors là, on plantait sur des zones très érodées qui étaient menacées, dont le but premier était d'abord de protéger le sol. Donc que les racines s'ancrent dans le sol et puissent tenir le terrain. Voilà. Et puis Donc, c'était reconstituer un couvert, améliorer le cycle de l'eau, enfin tout, la matière organique, reconstituer des sols, tout ça, c'est le rôle de la forêt. Oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on plante l'arbre et que tout se fait tout seul, mais j'ai regardé le cycle d'une plantation, c'est très complexe. Il faut prendre le temps, c'est ce qu'on oublie un petit peu, et c'est très très intéressant. Emmanuel, tu nous parlais donc du pin, qui est dédié donc. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le pin? Est-ce qu'il a besoin de traitement particulier? Et pourquoi le pin en Polynésie en particulier? Parce qu'on construit beaucoup en pin, hein, voilà, tout simplement. Hein, on construit beaucoup en pin parce qu'il est solide, parce que le coût, parce que l'entretien? Le coût, l'entretien, et puis pendant longtemps, on a construit surtout avec des bois importés. Et le but, c'est de remplacer petit à petit par une production locale qui s'occupe de gérer aussi bien la forêt que les gens qui travaillent autour. Enfin, c'est des projets RSE complets, quoi. Hein, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un vrai développement et une pérennité de la filière bois. C'est ça la filière bois, en fait. C'est aussi, nous, à Papara, on embauche les gens de la vallée. On veut gérer les forêts dans leur ensemble pour que ce soit périn, pour que ça dure, quoi. Voilà, en gros. Hein. Et puis, c'est économiquement, c'est de l'argent qui reste en Polynésie, c'est de l'argent qui tourne, qui nourrit des familles. Et donc, ça a toute sa place, quoi. Oui, complètement. Philippe, le choix du pin, c'est fait parce que c'est celui qui se tient le mieux en Polynésie, ou que la base, quand vous avez commencé à planter en 70, alors, pourquoi le pin? Moi, j'étais pas présent. Oui, mais j'imagine que quand les choix étaient faits. Tu connais l'histoire. Oui, un petit peu, mais enfin, sans doute pas toutes les subtilités, tous les débats qu'il y a pu y avoir. Non, en fait, le pin, il a quand même un intérêt. Alors, sur le plan de la protection, c'est qu'il vient très bien dans les sols qu'on avait à l'époque sur les landes à fougères complètement dénudés, des sols très acides. Là, le pin vient très très bien avec très peu d'entretien. Donc, il en faut, mais très peu. Et donc, il y avait quand même un très bon accord entre l'espèce en elle-même, le pin, un pin des Caraïbes, et les sols sur lesquels on devait planter. Ensuite, c'est effectivement une ressource économique. C'est un bois de construction, c'est un des bois de construction les plus utilisés dans le monde parce qu'il a des résistances, des capacités, des caractéristiques physiques et également quand même une rapidité de croissance parce que c'est vrai qu'un pin, en général, c'est 30 ans. Donc voilà, c'est différent. Ouais, donc, 30 ans, c'est rapide.
On Pour considère que c'est un- rapide, Pour Jean-François. la forêt, oui. Ouais. Oui, tout à fait. En Europe, on fait du hêtre en 80 ans, du chêne en 150 ans. Ouais, c'est donc bien de donner 30 ans, l'échelle, c'est intéressant. Ouais, ouais. 30 ans pour du pin en Polynésie, c'est super rapide. Voilà. Par rapport à l'acajou, par exemple, 60 ans. Les bois précieux en Polynésie, c'est plutôt 60 Alors ans. depuis tout à l'heure, on parle de bois précieux. Est-ce que vous pouvez, Jean-François, tu peux donner deux, trois essences de bois précieux polynésien? Ce qui a été planté par les forestiers, ça peut être soit des bois précieux polynésiens locaux indigènes, ça va être le tamanou, le bois de rose ou le tau. Et puis après, on a des bois exotiques, des bois précieux introduits, ça va être du teck, ça va être de l'acajou d'Amérique, de l'acajou d'Afrique, du cédrella, etc. Alors l'étymologie du fait qu'il soit précieux, c'est parce que plus long à produire et plus dur à travailler? Il va être peut-être... c'est des bois qui ont un très beau fini, un très beau grain, une très belle couleur, et qui sont généralement 2 fois plus longs à pousser. Il faut beaucoup plus d'entretien. Ils sont plantés sur des sols aussi plus riches, et qui est plus rare aussi. Donc tout ça fait que le bois vaut plus cher, mais est utilisé pas pour faire la construction. La destination est différente. Voilà, ça va être pour des meubles, ça va être de l'ameublement, donc des fenêtres, des sculptures, etc. Donc voilà, c'est là où on fait la Exactement. différence entre les bois de construction, les bois précieux, ce genre de choses. C'est du bois d'apparence en fait, le D'accord. bois précieux, souvent. Qu'il soit travaillé ou pas travaillé, quand on a du deck par exemple, on utilise plus facilement des essences exotiques que du pin aujourd'hui. D'accord, bah voilà, c'était bien de préciser ce qu'on entendait par précieux. Justement, Jérôme, est-ce qu'il y a un cours du bois localement? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ouais, il y a un cours du bois effectivement, puisque la réalité au final c'est quand même le prix du marché qui nous l'impose. Aujourd'hui, on sait très bien qu'en Polynésie, le coût du travail, le coût d'exploitation des forêts et des scieries est bien supérieur à ce qu'on peut connaître à l'international sur du bois Oui, importé. on va dire en Amérique du Nord ou en Vo- Asie. Voilà, c'est Oui, ça, hein, exactement. C'est les deux. Moi, j'ai les deux casquettes, donc ça me permet de savoir un petit peu quel est le positionnement prix du bois importé par rapport au cours du bois local. Alors, toute l'année 2022, on a quand même été très servi par les événements en tant que producteur de bois local, dans la mesure où la hausse du prix du fret, la hausse des matières premières et le cours du dollar qui était très défavorable, on Donc sait ça fait que les bois que extérieurs. le bois importé était très élevé. Voilà. Si on regarde à l'échelle des volumes de bois importés en valeur sur l'année 2022, on est 30% au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Donc en fait, on a un impact de 30% sur le bois importé par rapport au bois local. Donc ça nous a permis de le repositionner. Aujourd'hui, on subit la courbe inverse, et donc il va falloir qu'on crée les conditions, aussi bien Manu que les autres scieries ou nous, pour se Oui, vous allez essayer repositionner de vous adapter pour vous positionner. Voilà, et, ouais. et pour que les volumes de bois produits nous permettent de nous repositionner et être en phase avec les prix du marché. Au niveau de l'import, vous fonctionnez par lot? Vous achetez à l'année ou vous achetez en fonction du cours? Nous, on achète tous les mois. Ah ouais, donc c'est vraiment en fonction du cours et vous essayez de vous positionner. Exactement. Et puis on a plusieurs sources d'approvisionnement en fonction des positionnements prix aussi, parce que de temps en temps, les États-Unis sont plus intéressants que la Nouvelle-Zélande. Alors principalement, aujourd'hui, le bois importé vient du Canada, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande, très peu d'Europe. Le bois de construction, c'est essentiellement du Douglas. Donc c'est du pin? Voilà, c'est ça, c'est un résineux, Pinus. Oui, j'ai potassé avant de venir. Hein. Ok. Ouais. Il y a les mêmes qualités aujourd'hui, mécaniques. ouais. Et aujourd'hui, le gros du marché pour la diffusion du bois, c'est l'OPH. Typiquement, aujourd'hui, si l'OPH met du bois dans ses constructions, ben, nous, importateurs, demain, les scieurs, on a tout à y gagner. Et c'est là que les enjeux sont importants pour la diffusion, en tout cas, du bois. Alors intéressant de comprendre justement cette notion d'import et de positionnement local. Jean-François, comment on gère une forêt justement entre le moment, tu vas nous schématiser, hein, c'est intéressant que de comprendre comment à partir du moment où on choisit on va dire l'endroit et le moment où on va couper. Donc ça se passe, comme disait Philippe, en une trentaine d'années. Donc il faut créer une pépinière, récupérer des graines de pin de bonne qualité dans des vergers à graines ou les acheter en Australie ou ailleurs. Mais en principe, on a de la bonne qualité, donc on pourrait en produire localement. Donc faire germer les plants, la production de plants, ça dure quelques mois, hein, ça se fait assez rapidement. Sur le terrain, il faut donc en général défricher ou faire des layons. Donc des layons défrichés de 1-2 mètres de large tous les 3-4 mètres. C'est quoi? C'est le rang dans lequel on va C'est planter? là on va planter. Bon, soit on coupe tout ce qui est végétation préexistante, soit on fait des layons. Sachant que les pins, on va les planter généralement en 3 mètres sur 3 mètres. D'accord. Donc il faut piqueter, il faut faire l'axe des lignes, produire les plants. Donc après, il va falloir faire la trouaison
faire le trou dans lequel on va mettre le pin. Peut-être on va mettre un peu d'engrais ou pas. En général, le pin se débrouille tout seul. Il est en symbiose avec des bactéries racinaires qui lui permettent de se développer mieux que d'autres plantes. Au bout de, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais au bout de 5 ans, il y a des entretiens à faire quasiment tous les ans dans les parcelles. Au bout de 5 ans, on va éliminer peut-être un rang sur 2, entre 5 à 10 ans. Pour donner de l'air. Pour donner de l'air, c'est un dépressage. Après, il va y avoir des tailles de formation ou des élagages qui vont couper les branches. On va couper les branches jusqu'à une certaine hauteur d'un certain nombre d'arbres, peut-être les plus beaux, ceux qu'on va garder jusqu'à la fin. Il va y avoir plusieurs éclaircies, peut-être 2 éclaircies jusqu'à la fin pour donner de l'espace aux arbres les plus beaux, les plus gros. L'important, c'est qu'ils poussent régulièrement. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés à un moment donné, et puis après on libère de la place et ils vont pousser très vite. Là, le bois va être de mauvaise qualité parce qu'il va sécher pas de la même façon. Donc, il faut qu'il y ait une croissance continue, très régulière jusqu'à ses 30 ans. Donc, on plante très serré aussi pour qu'il n'y ait pas beaucoup de branches. Que l'arbre aille tout de suite chercher de la lumière, mais au bout d'un certain temps, quand il a la taille qu'on veut à peu près, il va falloir lui donner d'espace. Pour qu'il puisse grossir. Voilà. Et une fois que cet arbre est coupé, Emmanuel, il arrive chez toi. D'abord, il faut le débarder. C'est-à-dire souvent, c'est dans des pentes, des endroits peu accessibles. Débarder, oui. Alors moi, je sais ce que c'est parce que je l'ai fait dans ma jeunesse, mais explique ce que c'est que le débarder. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre est tombé, on les branche et on vient l'accrocher avec un câble avec un tracteur forestier. On le ramène sur une piste qui est à l'intérieur de la forêt et on l'amène sur une plateforme de déballe où il est coupé à longueur, 6 mètres, où les mètres, enfin où ce que le bois donne, s'il est tordu ou s'il est droit. Et après, on le transporte jusqu'à la scierie. À la scierie, il est trié par taille. Et puis à ce moment-là, on vient scier dedans, on le passe de rond en carré. Donc il y a pas mal de chutes aussi quand même. Et on a des projets aussi pour gérer ça, faire du bois énergie avec les chutes, valoriser jusqu'au bout. Voilà. Et il y a des notions de séchage aussi ou pas? Alors, une fois qu'il est scié, il est empilé avec assez espacé pour que l'air puisse passer à travers. Et il sèche pendant... Les fameuses petites cales qu'on voit entre chaque planche. Exactement, Okay. voilà. Il sèche pendant 3-4 mois suivant les épaisseurs. Après, donc, il rétrécit, il se déforme s'il a à se déformer. Après, on le passe dans des moulurières, là, des 4 faces pour rectifier qu'il soit parallèle et perpendiculaire. Oui, parce qu'après l'idée justement c'est d'en faire la construction, donc il faut que ça soit linéaire, quoi. Exactement. Et puis c'est d'être sur l'équivalent du bois importé, de la même chose qui se fait ailleurs. Et après on le traite, il passe au traitement. On a un traitement avec la dague, on a une classe 4 et on a un très bon Vous avez un traitement. cahier des charges qui vous dit comment le traiter, avec quel produit, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Voilà. Qui est validé par les bureaux de contrôle, par les assurances localement, qui fait en sorte qu'on puisse l'utiliser dans la construction locale ici. Quel type de métiers interviennent dans une scierie? Oula, il y en a beaucoup. Bûcheron, débardeur, transporteur, après scieur, très important l'affûtage. Et il faut former des affûteurs, parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut que ça coupe parfaitement bien, toutes ces machines. Après, il y a les empileurs, les préparateurs de commandes. Les gens qui mettent à longueur aussi, qui recoupent, les gens qui s'occupent après de tout ce qui est rabotage, moulurière. On fait aussi, après on fait encore des produits dérivés, des tuiles, des palettes, tout ce qu'on peut transformer, des composteurs. Philippe, tous ces métiers sont formés localement ou Alors, on y vient ou pas encore? on va dire qu'on y vient. Le métier sur lequel on a de la formation, c'est essentiellement les bûcherons. Voilà, tout ce qui est ouvrier forestier. Alors, il y a des formations. Sinon, pour tous les métiers dont Manuel parle, la plupart sont des métiers quand même qui s'apprennent globalement sur le tas. Par contre, là où il faut des vrais professionnels, c'est notamment quand il parle d'affûtage. Et Manuel a la chance d'avoir pu recruter un excellent affûteur. Donc qui a lui, changé va la vie pouvoir de sa donner société, d'après ce qu'il il dit. passe sur du savoir aussi. Oui, tout à fait. Ça c'est important. Donc voilà, il y a des métiers du bois, il y a des structures de formation. Effectivement, on essaye d'accompagner le développement de la filière avec la mise en place des formations du personnel. Oui, puisque puis ça va dans le sens, on va dire, des choses, puisque vous voulez développer, on est en passe de, on développe la filière bois, donc il faut développer les métiers inhérents à la filière bois. Ouais. Aussi simplement que ça. Bien sûr. Jean-François, quelles étaient les utilisations des bois locaux dans la culture polynésienne? Les gens faisaient à peu près tout avec, tous les objets du quotidien, la construction de farets, la construction de pirogues, et toutes les parties des pirogues, que ce soit le balancier, que ce soit le flotteur de l'autre côté, étaient faits avec des espèces différentes.
en fonction de la résistance ou de la flottabilité ou la légèreté. Donc, les bois principalement utilisés, hein, ça pouvait être l'arbre à pain, ça pouvait être le mara, le haito, le bois très dur, les bois de rose et le tohu aussi étaient utilisés pour pas mal d'objets durables du quotidien, puisque le bois est assez foncé. Quand il est foncé, il y a des tanins qui font qu'il est plus résistant pour Tient dans le temps. pour les bactéries, pas les bactéries, mais les champignons et les insectes. Donc, Et il y a différentes essences en fonction des archipels en Polynésie? oui, on va pas avoir les mêmes espèces partout, hein. Le plus simple pour raisonner, c'est les toits-motus, hein. Les toits-motus, on va avoir très peu de bois de rose, un petit peu de tamanu, aucun mara, très peu de haito à l'époque. Il y avait beaucoup de tohu, et puis le kahaya, le tafano, qui est très commun au toit-motu, était très utilisé, alors qu'il est très peu dans les autres archipels. Aux Marquises, on a aussi pas de mara non plus, pas de quasiment fai-fai ou d'autres espèces. Donc il y avait des archipels qui étaient plus ou moins riches en espèces utilisables, la société étant le plus riche. On peut considérer qu'on a des essences de bois endémiques à la Polynésie, ou la majorité ont été importées? On a des espèces, alors il y a plein d'espèces endémiques en Polynésie, mais qui ne sont pas nécessairement des arbres exploitables pour leur bois. Oui, alors, oui. C'est-à-dire le santal est endémique de Polynésie, on l'utilise pas forcément pour son bois lui-même, mais pour parfumer, c'est son bois de cœur qui va parfumer le monoï. Mais on a des espèces indigènes, oui, qui étaient très utilisées, mais elles ont été surexploitées dès l'arrivée très tôt après l'arrivée des premiers colons. Le tamanu, le bois de rose, le tohu ont été coupés, il y en avait pléthore en bord de mer, ils étaient utilisés traditionnellement pour différentes raisons, notamment la médecine traditionnelle. Donc eux ont été surexploités dès le départ. Avec parcimonie, on va dire, par les Polynésiens, et une fois qu'il y a eu une notion de colons, ils ont identifié ce type d'essence et l'ont surexploité. Donc il y a eu une surexploitation. Après, ils se sont régénérés moins que par le passé, puisqu'on a introduit des rats qui mangent des graines, on a introduit des chèvres. Sur le littoral, on a fait des grands défrichages pour planter de la canne à sucre, pour faire des maisons, etc. Donc il n'y a plus le même espace pour ces espèces-là qui se régénéraient quasiment toutes seules par le passé. Après, on a plein de plantes envahissantes depuis une centaine d'années aujourd'hui qui prennent l'espace de ces plantes également, indigènes, locales, qui poussent plus lentement que les espèces introduites envahissantes. Philippe, une question en termes de législation sur l'abattage. Est-ce que si moi j'ai un terrain, est-ce que je suis soumis à une législation particulière, ou est-ce que je vais foncer le trait volontairement? Est-ce que je peux abattre ce que je veux parce que je suis sur un terrain privé? Non, je crois que d'ailleurs les Polynésiens connaissent bien la réglementation sur l'abattage. Il y a des autorisations, effectivement. Il faut demander une autorisation à la mairie pour abattre un arbre. Y compris sur un terrain privé? Y compris sur un terrain privé. C'est bien. Même un arbre, voilà. Bon, c'est comme ça. On peut le contester ou pas, mais c'est une pratique assez bien connue. C'est juste pour que ça soit clair et que les gens comprennent bien justement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on est, nous, tenus donc de donner un avis sur chaque demande. Alors beaucoup sont des avis conformes, c'est-à-dire qu'on laisse finalement la décision finale au maire, qui connaît mieux c'est une décision la vie communale de sa commune. C'est une décision communale au final. Avec avis de la DAG. Avec avis de la direction d'agriculture, donc jusqu'à 10-15 arbres, c'est toujours conforme. On laisse le maire décider. Et puis sur des plus grandes surfaces, à ce moment-là, nous on a parfois même au-delà d'1 hectare, 2 hectares, on est sur des études d'impact sur les gros défrichages. On parlait de bois de construction. Jérôme, tout à l'heure, Emmanuel parlait des différents traitements. Quand les essences viennent de l'étranger, puisqu'on protège la Polynésie au maximum, les bois sont traités en amont, ou vous les traitez avant qu'ils ne passent la douane, je ne sais pas, par un phyto ou un truc dans le genre? Non, c'est traité au départ en fait. Donc vous avez on a les certificats de traitement, et aujourd'hui, ce qui a été mis en place avec le SDR et la DAG, au niveau du traitement local, c'est de faire à minima ce qui est importé aujourd'hui, c'est-à-dire de la classe 3-2, et aller jusqu'à de la classe 4, parce que le PINUS le permet sans avoir besoin de griffer les bois, c'est-à-dire l'inciser pour que le traitement rentre à cœur. Et compte tenu de l'utilisation du bois de construction en Polynésie, en milieu marin ou en tout cas en utilisation extérieure avec une forte présence d'eau, on se doit de proposer de la classe 4. Donc on a choisi, enfin, ou en tout cas la DAG a choisi de proposer le traitement le plus qualitatif. D'accord, donc on protège bien aussi, comme d'habitude, nos frontières, on va dire. Emmanuel, on utilise aussi les tuiles en bois. Oui. Alors quel est l'intérêt, au-delà de l'esthétique, parce que même si c'est très joli, mais quel est l'intérêt d'utiliser des tuiles en bois? C'est un matériau qui est très, très adapté au bord de mer, à l'air salin, voilà. Comparé les tôles, pareil, c'est économiquement, c'est de l'argent qui reste en Polynésie, et puis on veut faire du tourisme, c'est beau, ça s'intègre bien dans l'environnement, ça permet aussi d'isoler du bruit et de la chaleur.
Et puis c'est du travail localement. Et c'est du travail local, voilà, tout à fait. Philippe, quand est-ce qu'on peut envisager un jour l'autosuffisance de la filière bois en Polynésie? Alors, t'as pas une boule de cristal, mais on peut, quand on voit comment les actions menées et la motivation des gens présents. Est-ce que ça doit être notre objectif? Ah ben, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, on a un beau massif de pin, on veut l'exploiter au maximum. On a un premier objectif, on va dire, qui est d'atteindre à peu près déjà au moins le tiers, 35% de notre satisfaction de consommation. Ça sera atteint lorsque l'exploitation de Tauvy, là, aux Marquises, sera opérationnelle. Donc d'ici normalement 2 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 10-12% des besoins qui sont satisfaits. Il faut savoir qu'on a augmenté très rapidement. Il y a quelques années, on était à peine à 5%. C'était quasiment que de l'import pendant très longtemps. C'est une filière qui se développe bien. Si on exploite effectivement tout le potentiel des Marquises et notamment Nukuiva, on peut aller jusqu'à 50%. Si on exploite tout le potentiel de la Polynésie aujourd'hui planté en pin, on pourrait aller jusqu'à 100%, mais il faut faire attention, il faut renouveler. C'est-à-dire qu'il faut une exploitation durable. Donc si on abat 10 hectares cette année, il faut replanter aussi 10 hectares. Donc il y a aussi ce souci d'avoir une filière durable qui fait que pour le moment, en tout cas, on est sur des objectifs qui sont dans un premier temps de 35%, ce qui est déjà quand même ambitieux. Mais je rajoute, parce qu'on en a un petit peu parlé, on a un bois de qualité, on a un pain de qualité en Polynésie. On est très content d'avoir cette qualité qui fait que l'objectif pour les pouvoirs publics, c'est d'avoir, alors je le dis clairement, un bois de meilleure qualité, moins cher que l'importé. Ça, c'est nos objectifs. On pense que c'est faisable. Ça l'a été pendant longtemps. Aujourd'hui, on est à peu près équivalent. Il y a eu des variations de prix. Mais le client, celui qui a utilisé le bois local, le pain local, maintenant reconnaît la qualité du bois local. Bon, très bien, ça fera office de conclusion. À vous maintenant de choisir le bois qui conviendra le mieux à vos projets ou à vos envies. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.